Bonjour, je suis Benjamin Delekert et je vous parle de mon nouvel ouvrage, L'industrie télévisuelle revisitée. Je suis docteur en sociologie de la télévision et des médias et enseignant-chercheur à l'Université d'Avignon où je suis responsable pédagogique de la première année de licence en information communication. Je suis également chercheur à Avignon Université, au laboratoire Culture et Communication et à l'Université Sorbonne Nouvelle, à l'IRMSN. Et enfin, je parle de temps en temps de la télévision à la radio. Car j'ai voulu m'intéresser à l'industrie télévisuelle de manière nouvelle, de manière inédite. Des études textuelles ont analysé les œuvres, des études sociologiques se sont intéressées aux conditions de travail des personnels, et des études de production ont quant à elles analysé le fonctionnement de ces industries. Mais aucune ne s'était encore véritablement intéressée à quelque chose qui pour moi est primordial, fondamental, à savoir la notion de succès, ce qui motive cette industrie et les personnes y travaillant. C'est pourquoi j'ai souhaité les interroger pour en discuter avec elles. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec énormément de personnes passionnantes, toutes expertes dans leur domaine et à tout niveau hiérarchique. Ça allait du responsable de chaînes de télévision ou de studios, où j'ai interrogé des personnes qui travaillaient chez ITV Studios, ABC Television, ABC Studios, la BBC, Sci-Fi, etc., jusqu'au conseiller technique médical d'urgence, par exemple. Et j'ai aussi pu parler aux producteurs de Game of Thrones, aux créateurs de séries comme Magnum, Jag et NCIS, Donald Belisario, ou bien Michael Hurst, qui lui a fait Les Tudors et Vikings. J'ai aussi pu parler à la créatrice des costumes d'X-Files et d'un des films Star Trek, au compositeur du générique du Caméléon, à l'acteur qui joue Gaius Baltar ou au scénariste de Doctor House, pour ne citer que. D'après Bernard Miège, qui a écrit la préface de l'ouvrage, ce serait tout d'abord le fait d'avoir mis en avant la richesse de la littérature anglophone à propos des industries créatives et culturelles, un peu comme l'avait fait Yves Vinquin avec l'école de Chicago. Ensuite, c'est bien évidemment le fait d'avoir abordé la notion de succès dans l'industrie télévisuelle, à la fois les discours industriels du succès et à la fois les mesures personnelles de réussite des individus y travaillant. Cela permet à son tour de mieux comprendre les différents conflits qui peuvent exister entre des groupes au sein de l'industrie. Et puis enfin, j'ai proposé deux typologies permettant d'aborder de manière nouvelle les différents individus travaillant au sein de ces industries. Bien sûr, ces deux typologies découlent d'un besoin que j'ai identifié pendant que je faisais mon doctorat à l'Université d'East Anglia pour plus de précision vis-à-vis des différentes catégories de personnel au sein de l'industrie télévisuelle et des industries créatives de manière générale. Par exemple, dans la première typologie que j'ai créée, la catégorie des personnels créatifs secondaires inclut tous les individus qui vont créer des décors, des musiques ou des costumes. Ceux-ci ne font à proprement parler pas partie de la catégorie de personnel créatif, sous-entendu primaire, comme les scénaristes ou les réalisateurs, mais ce ne sont pas non plus des personnels techniques. Il fallait donc bien leur trouver une catégorie et leur redonner la considération qui leur était due. Il en va de même avec des personnes qui vont créer des programmes télévisuels, qui vont également les produire et peut-être même les réaliser. Ces personnes sont généralement considérées comme uniquement créatives alors qu'elles ont aussi un rôle de producteur. C'est pour ça que j'ai créé la catégorie des personnels super créatifs. Ainsi de suite pour ces 7 catégories de cette première typologie qui peut, elle, s'inscrire au sein d'une seconde, plus large et tripartite, qui, elle, va être basée sur la distance au pouvoir, avec premièrement les personnels non managériaux, deuxièmement les personnels managériaux et enfin les cadres décideurs. Non, en effet, j'avais co-dirigé avec Mélanie Bourdin un ouvrage il y a quelques années dans lequel je développais la notion de transtexte, qui est une évolution du concept de transmédia qui s'intéresse aux stratégies qui visent à développer un narratif, fictif ou non, à travers différentes extensions disséminées sur plusieurs plateformes et dans le but de créer un tout coordonné immersif. Seulement, ce concept de transmédia a davantage tendance à s'intéresser aux narrations officielles et institutionnelles. Or, la notion de transtexte vise justement à redonner pleine considération aux activités créatives des publics engagés
ou fans qui peuvent aller jusqu'à la co-construction du récit et non plus seulement à les voir comme des formes élaborées de réception. Oui, je prépare avec Mélanie Bourda un deuxième volume sur les transtextes, et puis je travaille sur une série de livres sur le transmédia à travers l'histoire, en remontant jusqu'à l'Antiquité, par exemple avec le cas de la propagande. Et puis enfin, avec Mathieu Ferrin, nous préparons deux livres sur l'industrie musicale visant à lier les professionnels du secteur avec ceux de la presse dans le cadre des dispositifs festivaliers.